poursuit sur les actualités juridiques. Je commence par les sociétés en formation. Donc vous savez que quand on crée une société, on est obligé avant l'immatriculation de la société, d'accomplir un certain nombre d'actes, notamment souscrire un bail, acheter une machine, souscrire un emprunt. Et donc, en général, c'est le dirigeant ou le futur dirigeant de la société qui réalise ces opérations postérieures à la création. Et ensuite, on les fait reprendre par la société par un acte. Donc, la reprise des engagements souscrits par les associés avant l'immatriculation ne peut pas être implicite. Donc, il est nécessaire pour les associés d'agir au nom de la société en formation. Et il y a un risque important pour l'associé, hein. Il est tenu solidairement et indéfiniment responsable de l'acte, c'est-à-dire que l'associé ou le futur dirigeant qui signe un bail avant l'immatriculation de la société est personnellement responsable de ce bail, c'est-à-dire que si le propriétaire n'est pas payé, il ne va pas se retourner contre la société si on n'a pas réalisé l'acte qui reprend les engagements antérieurs, il va se retourner contre la personne qui a signé. Donc c'est lui qui est personnellement responsable. Donc cette responsabilité pèse sur l'associé jusqu'à la reprise de l'engagement par la société. Donc une fois immatriculée, la société peut reprendre les engagements souscrits par les associés. L'acte est réputé repris rétroactivement dès l'origine par la société. Il libère de toute responsabilité l'associé sur les obligations qu'il a contractées. Il ne peut être implicite, mais doit répondre à un formalisme réglementaire. Donc, soit les associés annexent au statut un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit les associés donnent à l'un d'entre eux un mandat qui fixe les engagements à prendre. À défaut, les associés peuvent prévoir la reprise d'un acte par une décision collective prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité. Donc, le mieux, c'est bien sûr d'avoir un mandat des autres associés qui fixe les engagements qui sont à prendre, hein. Les autres associés vont lister dans un mandat les engagements que va pouvoir prendre l'associé: signature du bail, achat d'une machine, signature d'un emprunt, achat d'un fonds de commerce, par exemple. Et ensuite de l'annexer directement au statut, parce qu'en l'annexant directement au statut, on fait reprendre les actes tout de suite et l'associé qui a signé, et sa responsabilité est dégagée immédiatement dès l'immatriculation des statuts du fait qu'on a annexé au statut. L'Assemblée générale, ce qu'on a vu souvent, c'est des assemblées générales d'approbation. On attendait l'Assemblée générale d'approbation des comptes pour en même temps reprendre les actes, puisque c'était souvent la première assemblée générale qui suivait la Constitution, ce qui veut dire que pendant pratiquement 1 an et demi, la personne qui a signé les actes est engagée personnellement s'il y a un problème. Donc, sanction de la non-reprise, impossibilité pour le bailleur d'agir contre la société qui est considérée comme un tiers au bail, puisque c'est l'associé qui a signé, donc il doit se retourner contre l'associé. L'associé risque d'être condamné à régler les loyers impayés. Et donc, dans les précautions à prendre, l'associé qui agit au nom d'une société en formation a tout intérêt à obtenir un mandat précis de ses co-associés. Le co-contractant, par rapport au bailleur, peut, par précaution, exiger la communication d'un tel mandat avant de signer. La confidentialité des comptes. Donc, la confidentialité des comptes, c'est un sujet qui revient aussi de manière récurrente, notamment à cette époque-ci où on est en période d'assemblée générale et de dépôt des comptes au greffe. Option pour la confidentialité des comptes. Donc l'option est réservée aux micro-entreprises. Vous voyez, hein, les seuils sont bas, puisque 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d'affaires et 10 salariés. Donc pour toutes les entreprises qui ne dépassent pas 2 de ces 3 seuils, elles peuvent déposer leurs comptes au greffe en demandant la confidentialité des comptes. Donc les comptes sont déposés, mais ils ne sont pas accessibles, on ne peut pas les voir. Confidentialité du compte de résultat des petites entreprises. Donc pour les
Les entreprises qui ont un total de bilan inférieur à 4 millions d'euros, 8 millions total de chiffre d'affaires et 50 salariés, elles ont la possibilité de demander de rendre confidentiel le compte de résultat, mais uniquement le compte de résultat, dont l'intérêt est beaucoup moindre, hein, puisque de toute façon le bilan est accessible. Donc si c'est le résultat, par exemple, que vous voulez cacher, ça ne sert à rien, quoi. Donc les seuils, c'est ça. Avoir un total de bilan inférieur à 4 millions, 8 millions de chiffre d'affaires et 50 salariés. Donc c'est entité par entité. Local vandalisé après une promesse de vente. Donc là, en fait, le cas qui était porté devant la Cour de cassation, c'est un acheteur qui avait signé un compromis d'achat d'un local entre la date de signature du compromis et la date de réitération de l'acte. Donc, entre la date où il a signé le compromis et où il est devenu propriétaire, en général, il y a un délai au moins de 2 mois. Le local a été vandalisé. Donc le futur propriétaire, on va dire, s'était retourné contre l'assurance en demandant à l'assurance de payer, de payer les dégâts. L'assurance avait refusé en disant bah non, je ne vous connais pas, vous n'êtes pas propriétaire du local, je ne vous assure pas, je ne vous paye pas. Ben, la Cour de cassation a donné gain de cause au nouveau propriétaire qui a demandé à l'assureur du vendeur le versement de l'indemnité due en cas de sinistre. Et donc, sauf clause contraire, les droits nés du contrat d'assurance souscrit par le vendeur sont transmis à l'acheteur dès la promesse de vente. Donc, dès la promesse de vente, les contrats d'assurance, en fait, sont transmis à l'acquéreur. Au moins jusqu'à temps qu'il n'a pas changé d'assurance. Parce qu'il faut savoir quand même que l'acte qui engage l'acheteur, c'est pas l'acte définitif, hein, mais c'est bien la promesse de vente qui l'engage. C'est pour ça que dans les promesses de vente, on met des clauses suspensives, je ne sais pas, qui vont être liées à une CDAC, qui vont être liées à l'obtention d'un prêt, pour justement pouvoir se dégager au moment de la signature définitive. Les marchés agricoles face à la grande distribution. Donc là aussi, hein, la grande distribution est souvent accusée euh, de pratiquer des prix trop bas pour que les agriculteurs ou les producteurs puissent vivre décemment de leur production. Et donc, depuis le 26 avril 2019, le fournisseur de produits agricoles peut engager la responsabilité de l'acheteur dans l'éventualité où celui-ci pratiquerait un prix abusivement bas, même en l'absence d'une situation de crise conjoncturelle. Donc il y avait un article du Code de commerce qui prévoyait déjà cette possibilité de recours, mais uniquement qui limitait ces possibilités de recours en cas de crise conjoncturelle. Donc depuis le 26 avril 2019, il n'y a pas besoin d'avoir une crise conjoncturelle pour pouvoir pour pouvoir faire un recours en prix abusivement bas. Le dispositif concerne l'ensemble des produits agricoles. Et donc là, pareil, il y avait une liste limitative qui était insérée dans le code de commerce. Cette liste limitative a été supprimée. Donc on peut faire un recours concernant tous les produits et également en l'absence de crise. Et donc pourront prendre en compte des indicateurs de coût de production ou tout autre indicateur pertinent afin de caractériser le prix abusivement bas. Donc les organismes agricoles qui jugeraient que le prix d'achat n'est pas suffisamment élevé du fait du coût de production euh, peuvent intenter une action. Dispense d'informations sur les délais de paiement dans les petites entreprises. Donc là aussi, hein, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente et pratiquement tous les ans. Vous savez que les sociétés qui ont un commissaire aux comptes doivent, dans leur rapport de gestion, communiquer les retards de paiement tant des fournisseurs que des clients. Hein, donc c'est une obligation. Si on ne le fait pas, il y a des sanctions et notamment il y a des contrôles qui sont mis en place. Alors pour l'instant, les contrôles ne touchent que
les grands groupes et les grosses sociétés avec des amendes qui peuvent être conséquentes, hein, parce qu'on a vu des amendes de plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été mises en place, dont les contrôles sont faits par la DGCRF, de répression des fraudes. Donc les petites entreprises sont aujourd'hui peuvent être dispensées de rapports de gestion. Alors dans ce cas-là, les petites entreprises, vous allez voir que c'est un nouveau seuil qui a été introduit par la loi Pacte. Donc ce sont celles qui clôturent. Celles qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas 2 des 3 seuils, donc 6 millions d'euros pour le total de bilan, 12 millions d'euros pour le chiffre d'affaires et 50 salariés. Selon la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, une petite entreprise doit néanmoins établir un rapport de gestion lorsque ses statuts le prévoient. Donc si on a une entreprise qui a des seuils inférieurs à ceci, qui théoriquement pourraient dispenser de rapport de gestion, mais pour lesquels les statuts prévoient qu'on établit un rapport de gestion, elles ne peuvent pas se dispenser, sauf si les statuts ont prévu et renvoient l'article L232-1 du Code de commerce qui dispense en fait de ce rapport de gestion. Donc le rapport de gestion des comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Ils doivent fournir les informations sur les délais de paiement. Donc la CNCC a déduit que les petites entreprises qui sont dispensées du rapport de gestion sont également dispensées de fournir les informations sur les délais de paiement. Donc une petite entreprise qui aurait un total de bilan de 6 millions et qui ferait 12 millions de chiffre d'affaires, si elle a prévu dans ses statuts cette possibilité de ne pas établir un rapport de gestion, même si elle a un commissaire aux comptes, on considère que du fait qu'il n'y a pas de rapport de gestion, on n'a pas d'informations à mettre sur les délais de paiement. L'obligation du dépôt des comptes annuels, donc c'est une obligation légale, donc c'est sanctionné par une amende pénale. Donc toute société par action, ou pas d'ailleurs, parce que c'est les SARL aussi, est tenue de déposer ses comptes annuels. Donc le rapport du CAC, la proposition d'affectation de résultats et la résolution d'affectation votée dans le mois qui suit l'approbation des comptes. Possibilité, donc comme on l'a vu tout à l'heure, de publication restreinte pour les petites entreprises. Présentation simplifiée pour les moyennes entreprises. Ça aussi, les moyennes entreprises, c'est une nouvelle notion qui vient de la loi Pacte. Sanction pénale, donc si on ne dépose pas ses comptes alors qu'on est obligé de déposer, la sanction est de 1 500 € pour une première infraction et 3 000 € en cas de récidive. Le président du tribunal de commerce peut rendre une ordonnance d'injonction de dépôt des comptes si l'injonction peut être accompagnée d'une astreinte, et en général elle est accompagnée d'une astreinte, sinon elle n'aurait pas d'effet. En fait, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de commerce de rendre une ordonnance pour contraindre une société qui ne dépose pas ses comptes à les déposer. Donc c'est une obligation qui repose sur le dirigeant. Donc l'astreinte est supportée par le dirigeant. Donc c'est bien le dirigeant et non la société qui est destinataire de l'injonction. Quand le président du tribunal de commerce demande à une société de déposer les comptes, elle n'adresse pas le courrier au nom de la société, mais bien au nom du dirigeant de la société. Et a priori, lorsqu'il y a plusieurs dirigeants, vous avez une SARL qui a l'obligation de déposer ses comptes, qui ne les dépose pas, qui a, je sais pas, 4 gérants par exemple, a priori, elle prend le premier par ordre alphabétique. Et donc, il revient à lui seul de payer l'astreinte et, le cas échéant, de la contester en justice. Et donc, le paiement ne peut être mis à la charge de la société. Dans le cas où le dirigeant ferait supporter le paiement de l'astreinte à la société, il s'exposerait à des poursuites pour abus de biens sociaux. C'est la même chose, si on a une amende pour excès de vitesse, par exemple, c'est bien la personne qui conduisait la voiture de payer, c'est bien la personne physique, on ne peut pas mettre à la charge de la société, on serait dans le même cas. Ce sont des amendes pénales.